Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamushi pour cette nouvelle vidéo sur l'histoire de New Japan Pro Wrestling, le retour en vidéo sur la chaîne. Et puis voilà, je reprends avec cette série parce que c'est celle qui a l'air de plus vous plaire, de vous plaire le plus. Voilà, c'est celle, en tout cas c'est celle sur laquelle j'ai le plus de retours. Voilà, que ce soit sur YouTube et sur Discord. Donc je me suis dit que ça pourrait être quelque chose qui vous ferait plaisir. Voilà, pour le retour sur la chaîne. Donc aujourd'hui, New Japan Pro Wrestling, on va parler de la première moitié des années 80. Voilà, parce qu'on a un peu fait le tour durant les années 70. Voilà, sur les précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vues. On a parlé de comment Inoki en est arrivé à créer la compagnie. Voilà, les gimmicks, les deals télé, voilà, le produit un petit peu. Donc voilà, pour finir rapidement sur la fin des années 70, comment ça va se terminer. Alors, deux petites choses qui vont se passer. Antonio Inoki va battre Bob Backlund, champion WWF, donc l'ancienne WWE, pour devenir champion WWF, hein, enfin champion WWE, je vais dire WWE sera plus simple. Voilà, ça va durer une semaine, le temps que la tournée se fasse. Bob Backlund va reprendre le titre à Inoki. Les deux fois, les deux matchs vont être, enfin, les deux after-matchs vont être très animés, notamment avec Tiger Jet Singh, dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, avec qui Inoki était en feud durant une grosse partie des années 70. Donc c'est l'une des raisons qui vont faire que WWE ne va jamais reconnaître le règne d'Inoki et le titre, enfin le long règne de Bob Backlund ne sera officiellement jamais interrompu. Enfin pas à ce moment-là en tout cas. Donc voilà, hein, grosse victoire pour Inoki qui bat le champion WWF à l'époque Bob Backlund. Voilà, ça lui donne une stature supplémentaire hein, localement au Japon, enfin nationalement. Donc voilà, ça permet de renforcer son image de numéro un absolu, hein, d'autant plus qu'il continue à challenger un peu les grands noms des autres sports, comme le judo, etc. Et à les battre dans des combats workés. Inoki aussi va s'en prendre publiquement à la fin des années 70 pardon, à Idi Amin, leader de l'Ouganda. Enfin, quand je dis leader, c'est dictateur. Hein. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est dictateur, mais bon, pas très sympa. Quoi. C'est escadron de la mort, c'est violation des droits de l'homme. Voilà. Voilà. Hein. Vous imaginez le bon niveau hein, de saloperie. Donc voilà. Inoki va le défier officiellement. Voilà, il va lui lancer un défi. Voilà, toi contre moi dans un ring, je te massacre. Voilà, un peu pour venger la veuve et l'orphelin, tu vois. Donc ça permet de se donner une bonne image. Alors peut-être qu'Inoki se disait que ce gars-là c'est un peu un connard, hein, mais au moins le dire publiquement et défier Idi Amin, bah, je pense qu'Inoki l'aurait défoncé de toute façon. Mais voilà, même s'il y avait absolument zéro chance que le match ait lieu, au moins pour l'image, ça rajoute un peu, ça rajoute en plus à l'image d'Inoki. Il a déjà l'image du gars numéro un. En plus, c'est un mec sympa. Voilà, voilà. Ça ne peut que lui faire du bien au niveau de l'image. Voilà. Donc la fin des années 70, voilà, ça va se finir un peu comme ça, tranquillement, machin. Début des années 80, il faut recréer des stars, hein, notamment chez les Gaijin. Parce que Tiger Jet Singh contre Inoki, on a un peu fait le tour de la formule. Donc il faut créer de nouvelles stars. Et qui va être le gros Gaijin heel du début des années 80, donc 80 et 81 chez New Japan, et ben, ça va être nul autre que Monsieur Stan Hansen, avec qui Inoki va feuder la plupart de l'année 80 ainsi que 81. Hansen va même devenir champion hein, NWF. Je rappelle que le championnat NWF faisait partie de la compagnie NWF, une petite compagnie américaine qui était associée avec New Japan. Ensuite, elle va fermer, elle va faire banqueroute, mais New Japan, Inoki va conserver le championnat poids lourd. Et ça va être la ceinture principale de New Japan Pro Wrestling durant les années 70 et au début des années 80, le championnat NWF. Stan Hansen va battre Antonio Inoki par count-out pour devenir champion. Il va avoir un petit règne de 2 ou 3 mois. Ensuite, Inoki va reprendre le titre. Et puis, Stan Hansen il va partir également à la fin de l'année 81. Je
J'en parlerai certainement dans ma vidéo des top matchs, enfin des meilleurs matchs de l'année 1981. Il y a déjà celle sur l'année 1980 sur la chaîne. 1981 ne devrait pas tarder. Il y aura notamment les débuts de Stan Hansen. Donc voilà, enfin, Stan Hansen quitte New Japan Pro Wrestling à la fin de l'année 80 et fait directement le grand saut chez All Japan Pro Wrestling. Il va chez Giant Baba. Donc, début des années 80, nouvelle star heel, Stan Hansen. Ensuite, il va y avoir une autre star heel, le fameux Hulk Hogan, qui arrive pour la première fois au Japon. Hogan qui arrive au Japon parce que l'un de ses entraîneurs, Hiro Matsuda, est très proche d'Antonio Inoki. Voilà. Et Hiro Matsuda, il dit, ce gars-là, il a tout ce qu'il faut pour devenir une star. Et effectivement, il a tout ce qu'il faut pour devenir une star. C'est déjà une star parce qu'il arrive en 82 chez New Japan. Et en 82, Hulk Hogan, c'est... vous prenez le Hulk Hogan des années 80 chez WWF. Voilà l'image que vous avez, le Hulk Hogan flamboyant, enfin flamboyant, flamboyant dans l'attitude, hein, pas dans le ring. Voilà, avec la promo, haranguer la foule, etc. Tout ça là. Deuxième partie des années 80, le Hulk Hogan rouge et jaune de WWF. Et bien en 82, chez AWA, chez Verne Gagne, c'est déjà ça. Mais chez Verne Gagne, sur un territoire plus petit, parce que la AWA, ça se contente, entre guillemets, de n'être diffusé, entre guillemets, que sur le centre des États-Unis, ainsi qu'au Canada. Alors que quand il ira chez WWF quelques années plus tard, il sera diffusé nationalement déjà. Donc il aura une plus grande exposition. Mais le Hulk Hogan 82 chez AWA, c'est le même que celui qu'on aura plus tard chez WWF. Donc vous imaginez un peu le personnage. Quand il va aller au Japon, il va avoir une attitude heel. Mais rapidement, les fans japonais ils vont être à fond derrière Hogan et ça va être un face turn assez organique. Mais au début, quand il arrive chez New Japan, il est heel. Et le fameux Hulk Hogan, il va gagner en 1983 le premier IWGP Tournament. Ça a été l'un des ancêtres aussi du G1 Climax qui a débuté en 90. Il y a eu plusieurs formules qui se sont succédées durant les années 70, durant les années 80, avec un tournoi annuel de ce style-là. Et en 83, c'est la première fois qu'on appelle le tournoi le IWGP Tournament. Et le vainqueur devient champion IWGP, mais il n'obtient pas une ceinture comme aujourd'hui, quand on parle du champion IWGP, mais une sorte de trophée, un peu comme un King of the Ring, sauf qu'il n'a pas de sceptre et de couronne et tout ça. Mais voilà, il gagne un tournoi, il est vainqueur du tournoi, et l'année suivante, il défend son titre, il est champion en titre quand il revient dans le tournoi, etc. Donc voilà, il va gagner le premier tournoi en 83. Totalement... Enfin, c'était pas prévu. Totalement par accident. Il va balancer Inoki. Inoki est sur l'apron, côté extérieur, du coup. Hogan va l'attaquer, il va bousculer Inoki. Inoki va tomber, il va se cogner, il va tomber dans les vapes, total. Et voilà, il peut pas continuer le match. Donc Hogan est déclaré vainqueur. Et voilà. Chose amusante, hein, pour montrer un peu à quel point on en fait des tonnes avec Inoki. Le mec, faut se rendre compte, hein, Inoki, à partir des années 80, c'était déjà le cas des années 70, mais à partir des années 80, et ça va faire qu'augmenter, mais le gars, chez New Japan, c'est Dieu, quoi. C'est le Dieu plus le pape, quoi. C'est un truc, mais gigantesque. Et quand et faut voir, parce qu'en plus, le mec ne perdait jamais. Quand il perdait, c'était par disqualification, c'était par décompte extérieur. Là, il perd par KO. Et vraiment, pour vraiment marquer le coup, faut savoir que les commentateurs japonais, quand ils ont vendu la défaite d'Inoki, ils ont vendu ça comme le jour où le Fighting Spirit est mort. Voilà, on en est là, quoi. Inoki KO, à cette époque-là, je pense que c'était un peu... C'est l'exemple qu'on reprend souvent, mais soit c'est la défaite de Sammartino au Garden, et c'est la défaite de l'Undertaker à WrestleMania 30, quoi. C'est à ce niveau-là, quoi. C'est le choc, c'est un truc mais inimaginable, quoi. Vendre Inoki qui se vend lui-même, parce qu'en plus, enfin, il se vend lui-même comme le numéro 1, mais intestable, incontesté du monde, que ce soit dans le catch,
ou que ce soit dans les arts martiaux mixtes, parce que quand il ramène des judokas ou des boxeurs machin et qu'il les bat, eh ben, ça renforce son statut de numéro un. Peu importe un peu le sport, peu importe l'art martial que j'ai en face, de toute façon je gagne, parce que je suis trop fort. Et là le mec il perd par KO quoi. Donc voilà, ça permet de créer une star en Hogan, mais un truc de ouf. Bon, il reprendra sa revanche l'année suivante, hein, quand même, lors du tournoi IWGP 1984. C'est Inoki qui battra Hogan pour prendre sa revanche, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre pour le début des années 80? Ouais, au début des années 80, en 81, en août 1981, euh, la IWE, donc l'International Wrestling Enterprise, la troisième grosse compagnie de l'époque, même si elle était largement derrière New Japan et All Japan, va fermer. Donc vous connaissez peut-être Rusher Kimura. C'était la star numéro 1 de la compagnie. Compagnie un peu précurseur dans le côté match violent. Voilà, c'est eux qui ont eu le premier match en cage de l'histoire du Japon. Euh, voilà. Et puis des matchs très sanglants, voilà. J'allais dire un peu à la manière de la FMW, mais ça allait pas aussi loin, parce que la FMW, à un moment donné, c'est parti en couille avec les barbelés, les explosions, tout ça. Ça allait pas aussi loin dans le délire, mais étant donné que dans les autres fédérations, c'était des matchs de catch, tout ce qu'il y a de plus basique, voilà, sans stipulation ou rarement. Eux, ils avaient de la cage, ils avaient des matchs avec des armes, il y avait du sang partout, tout le temps. Donc voilà, c'était vraiment un truc à part. Ça marchait pas spécialement dans le mainstream, ça n'a jamais été gigantesque. IWE, on leur doit des choses hein, quand même. C'est eux qui ont ramené André le Géant les premiers au Japon. Donc ne serait-ce que pour ça. Donc par contre, ils ont fermé en 1981. Et puis Rocher Kimura, avec une partie de son roster, il va arriver chez New Japan. C'est un truc qui se passe souvent hein, au Japon. Quand il y a une compagnie qui ferme, assez régulièrement, il y a les rosters qui se séparent en deux. Et il y en a qui vont dans une compagnie, il y en a qui vont dans l'autre. Alors Rocher Kimura, avec sa clique, il va aller chez New Japan. L'autre partie de son roster va aller chez All Japan. Donc ça va renforcer les deux compagnies et personne ne pourra contester leur statut de numéro 1 et numéro 2. Donc voilà, les débuts de Rocher Kimura officiellement vont avoir lieu le mois suivant, le 23 septembre 1981, juste avant le main event, entre Inoki et Tiger Oguchi. Voilà, il y a juste Kimura qui va venir au ring pour marquer sa présence. Et puis derrière, il va avoir une feud à la fin 81, parce que Stan Hansen va partir. Et puis durant l'année 82, entre Inoki et Kimura, avec plein de stipulations, parce que autant en profiter. Et puis aussi, je pense aussi que c'était fait pour un peu masquer le fait qu'il n'y avait pas trop d'alchimie entre les deux. Parce que alors, les matchs sont pas spécialement recommandés, c'est souvent bordélique entre Inoki et Kimura. Mais on voit très clairement que quand il y a des moments, quand il y a des phases où il n'y a pas trop d'artifice, on voit que bon, c'est pas non plus la panacée, cette affiche. Donc voilà. Les stars de New Japan au début des années 80, bah, il y en a 5 principalement. Il y a Antonio Inoki, forcément Dieu, voilà. Tiger Mask, voilà, j'ai dû parler dans les précédentes vidéos, très important notamment pour le jeune public. Il y a Rocher Kimura qui vient d'arriver, qui est propulsé comme un peu l'ennemi numéro 1, et c'est la première grosse feud chez New Japan au niveau du main event japonais contre japonais. Voilà. Parce qu'avant, Inoki surfait sur ce qui se faisait à l'époque et ce qui se faisait toujours de l'autre côté chez All Japan. Le top babyface japonais contre le Gaijin Hill, l'étranger. Voilà, l'étranger, qu'il était américain, indien, peu importe. Mais voilà, l'étranger méchant contre le gentil japonais, le gentil Inoki. Voilà. Donc Inoki, Tiger Mask, Rocher Kimura, Tatsumi Fujinami, voilà, qui vient de passer chez les poids lourds, et Riki Shoshu, numéro 2 chez les poids lourds plus ou moins, buildé à la fin des années 70 et au début des années 80. Voilà, buildé ouais, quasiment comme le numéro 2 on va dire. Et ça va être très important parce que de ça va découler la feud
à ce moment-là de l'histoire de New Japan, qui va rapporter le plus d'argent pour la compagnie. Ça va commencer le 8 octobre 1982. Dans un match par équipe, un match 3 contre 3 entre Antonio Inoki, Tatsumi Fujinami et Riki Choshu qui vont affronter Abdullah the Butcher, Bad News Brown et Special Delivery Jones. Voilà, le match tag 8 octobre 82, 3 contre 3. Et voilà, beaucoup d'animosité entre Riki Choshu et Tatsumi Fujinami. Parce que Riki Choshu, il va camper le rôle du heel dans la feud qui est l'opposé à Fujinami. Parce que Inoki, au Japon, chez New Japan, dans le Keifen New Japan, il est intestable. Tu peux pas le tester. Voilà. Et puis, tu as Riki Choshu, numéro 2, qui monte, et qui a l'ambition, forcément, de devenir Inoki. Il veut prendre la place du calife. D'accord? Donc, il a de l'ambition. Mais il respecte en même temps Inoki. Forcément, c'est un peu l'idole au Japon. Si t'es babyface, t'es forcé d'aduler Inoki. Bon. Et le gars, il monte. Il est numéro 2, Inkefei, voilà. Et le seul qui est devant lui, c'est Inoki. Et puis, il y a Tatsumi Fujinami qui est là. Tatsumi Fujinami protégé d'Antonio Inoki, parce qu'en plus, ça se sait, ça va pas être spécialement caché. Parce que Inoki, quand il quitte JWA pour créer New Japan, il emmène dans ses valises Tatsumi Fujinami, 16 ans à l'époque, parce qu'il y voit beaucoup d'avenir, etc. Il lui voit beaucoup d'avenir, etc. Il en fait la star des juniors, le mec qui va gagner le championnat junior WWF à l'époque. Il va rendre le titre vacant quand il va passer chez les poids lourds. Il va gagner le championnat international de WWF à l'époque. Voilà, pour se mettre over dès qu'il va passer chez les poids lourds. Et puis le mec, c'est le petit protégé d'Inoki. Il débarque. Et le gars, c'est un talent, tu vois. Mais en fait, Choshu, il devient jaloux. Parce que Choshu, la place de numéro 1 d'Inoki, elle lui revient à ses yeux. Et il y a ce petit gars là, qui était chez les juniors, qui était chez les gringalets. Il débarque chez les poids lourds. Et parce qu'il est copain avec Inoki, parce que c'est son petit chouchou, je devrais lui laisser ma place de numéro 2 comme ça. Non, ça va pas se passer comme ça. La place, elle me revient. Et il n'est pas question que ça se passe comme ça. Donc, Chouchou, il va devenir jaloux. Donc, il va camper le personnage de Hill. Et ça va se sentir dans ce match-là. Parce que Chouchou et Fujinami vont être associés. Ben, il va y avoir beaucoup d'animosité dans le match. Ça va se bousculer, ça va se mettre des claques dans la gueule. Inoki va devoir s'interposer, machin, pour faire en sorte que ça se passe bien. Les babyface vont remporter le match. C'est Tatsumi Fujinami qui gagne le match avec un sunset flip. Et puis, direct après, Chouchou il monte dans le ring et il s'en prend à Fujinami, il lui casse la gueule. Il y a Inoki qui arrive, il les sépare, machin. Voilà. Et puis, c'est aussi pour mettre un peu Inoki over en même temps. Parce que voilà, c'est un peu deux enfants qui se battent un peu pour l'amour de leur père, quoi. C'est moi ou c'est lui que tu préfères, machin. Au-delà du fait que c'est moi le plus fort, c'est toi le plus fort, c'est aussi pour un peu l'amour du paternel, quoi. Donc il va y avoir une feud absolument mais géniale entre les deux. Fujinami Choshu, c'est génial. Alors, il y a plein de matchs entre les deux. Mais le défaut, comme pour le catch US à l'époque, ben c'est pas toujours le but, c'est pas toujours de faire des grands matchs, c'est de faire une feud intéressante. Et d'autant plus au Japon où il n'y a pas d'angle backstage pour ajouter des segments micro, etc. pour un peu enrichir les storylines. Tout se passe dans les matchs. Donc des fois, il y a des matchs qui sont là pour justifier des angles, plus ou moins. Donc ça rajoute des matchs à la storyline, des matchs. Mais tous les matchs ne sont pas à voir. Parce qu'il y a des matchs, c'est juste pour ajouter un élément de storytelling qui va être ressorti, exploité sur les matchs suivants, etc., etc. Donc il va y avoir plein de matchs qui vont se finir en disqualification, en décompte extérieur. Ça va pas toujours être des matchs de qualité, c'est pas le but. Mais vu que New Japan fait énormément de dates et tourne dans tout le Japon, le but c'est de proposer cette affiche là à chaque fois. Fujinami Choshu. Et puis ça passe dans les journaux, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que les journaux, j'en ai déjà parlé, très premier degré, très kayfabe. Il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Très premier degré, ça alimente la storyline, ça alimente la feud, ça alimente la hype. Donc voilà, plein de matchs. Notamment le premier affrontement qu'ils vont avoir, un truc génial.
On connaît tous Tatsumi, enfin, si vous connaissez Tatsumi Fujinami à partir des années 80, 90, vous savez que le mec il arrive avec une robe, un peu de temps en temps une écharpe, un peu à la Inoki. Mais ça, il le faisait pas avant. Il le faisait pas avant, et le mois suivant, ce fameux 3 contre 3 où ça dégénère entre Fujinami et Shoshu, les deux vont avoir leur premier match, 1 contre 1. Donc Riki Shoshu il rentre en premier. Bah, voilà, RAS, rien de spécial. Et puis derrière, Tatsumi Fujinami qui arrive. Et Fujinami il arrive avec une robe, avec une écharpe, à la mode, mode Inoki. Et Riki Chouchou il pète un plomb. Il pète un plomb. Avant qu'il sort du ring, il va s'en prendre à Fujinami à l'extérieur. Et puis ça part en bagarre et tout. La feud est géniale. Il faut aller la voir. Moi je vous la conseille. Franchement, c'est la storyline qui a rapporté à ce moment-là le plus d'argent dans l'histoire de la compagnie. Donc forcément, ça vaut le détour. Alors après, c'est aussi parce que il y a eu une infinité de matchs entre les deux. Donc voilà. Riki Choshu va également s'entourer. Voilà, il va faire revivre le Kokusai Gundam, qui était le clan de Rusher Kimura. Sur Rusher Kimura, quand il est arrivé l'année précédente, en 81, il est arrivé avec une partie de son roster, et puis il s'est associé à Anima Yamaguchi, voilà, un grand nom de New Japan à l'époque, qui deviendra président par la suite. Président ou vice-président? J'ai un doute. Je crois que c'est vice-président Yamaguchi. Je crois que c'est vice-président, je sais plus. Bref, on s'en fout. Et voilà, Akishushu il va faire renaître le Kokusai Gundam parce que ça va un peu s'estomper. Rusher Kimura à un moment donné va partir. Et puis merde, comment il s'appelait Kobayashi, j'ai oublié son prénom. Konyaki Kobayashi. Konyaki. Ah, j'ai un doute. Bref, Kobayashi qui était un peu le numéro 2 du clan va se blesser. Donc il va sortir du clan, le clan va plus ou moins s'arrêter. Shoshu va le faire redémarrer. Voilà, avec le Ishin Gundam. Donc ça va être un. Plus qu'un clan. Parce que du coup j'en ai pas parlé, mais Rusher Kimura quand il arrive avec son clan de Kokusai Gundam, c'est une storyline d'invasion. La IWE envahit New Japan. Et c'est la première invasion de l'histoire de New Japan. On connaîtra d'autres par la suite. Mais voilà. Fait marquant, l'IWE envahit New Japan. Donc ça, c'est à signaler. Donc le clan, c'est un clan d'envahisseurs. Hein, c'est des mecs extérieurs à la compagnie. Mais quand Shoshu va le faire renaître, ça va être le Ishin Gundam. Et ça va être des lutteurs dissidents de la compagnie. Voilà. Au sein même de New Japan, il va y avoir des lutteurs qui vont rejoindre Riki Choshu et qui vont s'opposer au top face, que ce soit Inoki, Fujinami, etc. Donc voilà, petite différence. Voilà, la feud qui va sold out quasiment tous les shows sur lesquels ils vont se produire en 83 et en 84. Voilà, ça dure un moment. La feud va durer 1 an et demi. Et Tatsumi Fujinami va avoir le dernier mot, la victoire. Le 20 juillet 1984, il va avoir sa victoire clean contre Riki Choshu. Pour vous montrer à quel point le produit était hot, à l'époque, au début des années 80, en 1983, c'est l'année à ce moment-là. Donc sur les. New Japan a commencé en 72. Donc sur les 11 premières années d'existence de la compagnie, 83 est la meilleure année financière. Parce que New Japan réalise à ce moment-là, je parle en bénéfice, donc en argent gagné. Pas en recette globale, mais en argent gagné, hein, en bénéfice. 2,1 milliards de yens, donc en 83, ce qui équivaut à l'époque à 9 millions de dollars, 1983. Et quand on fait la conversion entre 9 millions de dollars en 83, aujourd'hui, ça vaut 21 millions de dollars. Donc c'est gigantesque. En 83, New Japan a dégagé 21 millions de dollars uniquement avec les entrées des shows, avec le merchandising et avec un peu les deals télé. 21 millions de dollars, c'est gigantesque. 21 millions de dollars, j'ai regardé. Alors, c'est difficile de comparer, hein, voilà, parce que c'est deux époques totalement différentes. Aujourd'hui, WWE, l'année. Alors, il dégage beaucoup plus d'argent, WWE. Mais l'année récente de WWE qui se rapproche le plus en termes de bénéfices gagnés, c'est 2015. Voilà.
après 2015, WWE gagne plus d'argent. Mais en 2015, WWE gagne 24 millions de dollars de bénéfices. En 2015, donc 2015 c'est l'année de WrestleMania 31, voilà, et puis il y a des guests tout au long de l'année, il y a Undertaker, il y a Sting, il y a Brock Lesnar, il y a Triple H, je veux dire à un moment donné, voilà, il y a Cena, c'est gigantesque. Et WWE 2015, c'est une bien plus grosse marque mondialement que New Japan en 83. New Japan en 83, ça se contente au Japon. Voilà. Donc New Japan en 1983, sur le territoire japonais, a fait autant d'argent, autant entre guillemets, hein, parce que bon, c'est pas les mêmes époques, c'est pas les mêmes. Économiquement, c'est pas pareil qu'en 2015, mais voilà, plus ou moins. En 83, New Japan sur le Japon a fait autant d'argent que WWE en 2015 dans le monde entier. Voilà à quel point New Japan c'était chaud quoi en 83. Donc peut-être que vous vous dites, putain en 83 franchement ils ont tout quoi New Japan. Ils ont tout pour écraser la concurrence et ne pas être en difficulté quoi. Et bah que nenni, hein, que nenni. En 1983 donc, New Japan gagne beaucoup d'argent. En 1984, on continue sur la lancée. Il y a la feud Fujinami Shoshu qui se finit en juillet. Inoki il revient, voilà, il bat Hulk Hogan, il prend sa vengeance, il montre que le fighting spirit n'est pas mort, etc. Donc voilà, ça se passe bien. Sauf que, eh ben, Antonio Inoki, hein, il va pas. Alors, Antonio Inoki, il va, comme je vous ai dit dans une ancienne vidéo, il va pas faire les mêmes erreurs que ce qui s'est passé avec la compagnie Tokyo Sport qui l'avait un peu chopé à la JWA pour en faire leur numéro 1. Parce que Tokyo Sport n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas de heel de qualité dans la compagnie et ils n'avaient pas de deal télé. Deux choses qu'Inoki deux choses qu'Inoki ne va pas reproduire quand il va créer New Japan, parce qu'il va s'entourer de heels compétents, hein, il va aller chercher l'ami Gotch notamment, et puis, il va dégoter des deals télé assez rapidement. Mais par contre, il va faire des erreurs à la Riki Dozan, de manière différente. Parce que Riki Dozan, ce qui va l'amener à sa perte, entre guillemets, c'est ses investissements. Parce que bon, je vous l'ai dit, certains de ses investissements va l'emmener à aller sur le territoire un peu des Yakuza, se fâcher avec les mauvaises personnes, tout ça. Résultat des courses, Riki Dozan, il va se faire assassiner. Antonio Inoki, il n'en est pas là à cette époque-là. Antonio Inoki, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper dans la caisse de New Japan. Cette histoire, elle est dingue. Il va taper dans la caisse de New Japan et il va investir un paquet d'argent, mais énorme, dans une compagnie brésilienne qui s'appelle Anton Isel. Donc Anton A-N-T-O-N et Isel H-I-S-E-L, si vous voulez faire des recherches. Donc c'est Anton Isel, c'est une compagnie qui faisait des compléments alimentaires et ce genre de trucs là. Un peu comme. Enfin, ouais, de manière un peu différente, c'est un peu comme WWE dans les années 90 avec IcoPro. Alors là, c'est Vince McMahon qui produisait IcoPro, c'était un produit qu'il avait créé lui-même. Bon, ça va être un gouffre financier, ça va pas marcher du tout. Mais Inoki, lui, la compagnie Anthony Zell, c'est pas lui qui l'a créé. C'est une compagnie qui se développe, mais Anthony Inoki s'est dit ça va marcher, et je vais investir la thune de ouf. Sauf que le problème, c'est qu'il va pas investir son argent personnel. C'est qu'il va taper dans la caisse du New Japan et il va investir avec cet argent-là. Sauf que ça va pas du tout marcher, ça va faire un bid, mais terrible. Et ils vont perdre, et New Japan va perdre une somme colossale, à tel point que les comptes sont quasiment dans le rouge, quoi. Et du coup, ça la fout mal. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Inoki, enfin New Japan Pro Wrestling, mais par l'intermédiaire d'Inoki. Inoki, c'est le créateur de la compagnie, mais il n'a pas tous les pouvoirs chez New Japan. Il en a énormément, mais voilà, notamment dans le booking. Hein, dans le booking, voilà, c'est lui qui décide de tout, quasiment. Enfin, sur son propre booking, hein, c'est lui qui prend toutes les décisions, ça c'est clair. Donc, il va décider de virer des catcheurs. Forcément, faut faire des économies. Le plus grand, enfin, ce qui coûte le plus d'argent, c'est les catcheurs. Donc, si on réduit le nombre de catcheurs, on va faire des économies et on va se serrer un peu la ceinture. Et ça va pas plaire à Hisashi Shinma. Alors, je dis que ça va pas plaire. Je dis que ça va pas plaire parce que Hisashi Shinma, à l'époque, c'est le président de New Japan Pro Wrestling. Et il va décider de démissionner. Alors, il y a deux histoires.
On ne saura jamais vraiment la vérité, je pense. Euh, Première version, et c'est celle que je pense qui est la vraie version. Hisashi Shinma, il va pas apprécier que Inoki vire des catcheurs pour compenser sa connerie. Parce que franchement, Inoki, bah, là, il a craqué. Donc, son erreur, son énorme erreur, va entraîner le licenciement de plusieurs catcheurs. Ce qui va pas plaire à Shinma, qui va démissionner et qui va dire moi je m'en vais. Non, moi ça me plaît pas, je m'en vais. Et deuxième version, c'est le board de New Japan. Donc le board, c'est un peu le bureau, le conseil d'administration, on pourrait dire en français. Un peu les têtes dirigeantes de la compagnie. Il n'y a pas que Inoki qui dirige, hein, je le répète. La deuxième, comment dire, la deuxième raison, enfin c'est pas vraiment la deuxième raison, mais la deuxième histoire pour le départ de Shinma, ce serait que le board de direction, le conseil d'administration aurait décidé de son licenciement. Voilà. Parce qu'ils estiment que la faute, hein, qu'il manque de l'argent, qu'on ait perdu autant d'argent, voilà, alors que c'est du vol, hein, d'Inoki quand même, le board aurait décidé de faire sauter quelqu'un, et c'est Shinma, le président. Moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, je pense que c'est plutôt Shinma qui s'est barré lui-même. Bon, voilà, c'est mon avis. Et Shinma, il va pas partir tout seul. Il va partir, il va créer la UWF, Universal Wrestling Federation. Voilà. Avec bah, toute la clique qui allait faire du shoot style. Donc il va partir avec des stars. Parce que. Alors, pensez aux 5 que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a Anthony Inoki, les 5 grosses stars du début des années 80, toujours dans le roster. Il y a Anthony Inoki, Tiger Mask, Tatsumi Fujinami, Riki Choshu et Rusher Kimura. Ça fait 5. Hiroshi Shinma, quand il va quitter le président de New Japan, quand il va partir pour aller créer UWF, il va partir avec Satoru Sayama, qui fait partie des 5. Donc il reste 4 mecs. Il va partir avec Rusher Kimura. Il reste plus que 3 mecs. Et il va partir avec Akira Maeda. Akira Maeda, c'était le Golden Boy de l'époque. C'était un peu le mec qui était vu comme le nouvel Inoki. Alors, peut-être pas dès cette époque-là. Peut-être que c'est plutôt quand ils vont revenir en 85 et en 86 qu'il va commencer à avoir cette image. Mais déjà, au début des années 80, c'est une jeune pépite, Akira Maeda. Donc, Shinma va partir avec 2 gros noms. Il va partir avec Akira Maeda, grosse pépite. Nobuhiko Takada, grosse pépite. Il va partir avec Grand Hamada. Grand Hamada, Grand Hamada, c'est un peu le mec qui va démocratiser la lucha resu au Japon. Voilà. Voilà. Ce que faisait Tiger Mask, on retient Tiger Mask pour son style avant-gardiste, à raison, mais ce que lui faisait, Grand Hamada le faisait déjà depuis plusieurs années. Voilà. Le style mexicain, il l'avait déjà ramené au Japon et fusionné avec son background à lui japonais. Donc il va partir aussi avec Grand Hamada. Il va partir avec Yoshiaki Fujiwara. Fujiwara, inventeur de la Fujiwara Armbar, juste ça. Excellent lutteur, grappleur, très bon entraîneur aussi. Il va entraîner mais plein de monde. Voilà, il va partir avec toute cette clique là. Donc New Japan va se retrouver appauvri. Parce que là, en termes de stars, il leur reste Inoki, Fujinami, Shoshu. Donc ces 3 noms, attention, hein, c'est ce qui se fait de mieux à l'époque au Japon, avec Jumbo Tsuruta de l'autre côté, et Giant Baba en termes de star power. Voilà. Et puis, derrière, une fois que Shinma sera parti, j'ai oublié le nom, je crois que j'ai oublié de noter un truc. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas un truc hyper important. Mais Antonio Inoki, je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté. Bon, c'est pas grave. Inoki et Anima Yamaguchi vont être votés par le conseil d'administration comme président et vice-président de la compagnie.
Donc Hamaguchi, je crois qu'il ne devient jamais président. Je sais plus. Bref, on s'en fout. Donc Inoki reste en place et il conserve tous ses pouvoirs en termes de décision. Tous ses pouvoirs décisionnels. Inoki, malgré le fait qu'il ait plombé la compagnie, mais de ouf. Bon, on pardonne tout. Tu gardes la tête, tu gardes tous tes avantages, machin, tout ça, et tu continues à te bouquer comme tu veux, et machin, et cela. Et ça va déplaire énormément au troisième larron, Riki Shoshu, qui va décider, ben, si c'est comme ça, moi je me casse. Tout simplement. Riki Shoshu, j'en parlais tout à l'heure, dans le kayfabe, c'est le rebelle. Fujinami va pas me piquer ma place comme ça, nanani nanana. Inoki, machin, tu fais du favoritisme avec Fujinami, tout ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je vais m'opposer à vous parce que c'est pas normal cette affaire. Donc, à l'écran, c'est comme ça. Je suis jaloux, machin. Ben, backstage, ça va être pareil. Parce que Shoshu, il va se dire non, mais attends. Le mec, il a tout niqué, ou presque. Et puis, on lui laisse ses pouvoirs. Et puis, backstage, les politiques, Inoki, machin, ça va saouler Shoshu. Donc, Shoshu, il va dire ah, bah, si c'est comme ça, moi, je me casse. Il va se barrer, il va se barrer avec son clan et il va aller faire un angle d'invasion chez All Japan. Et chez All Japan, Riki Shoshu, ça va être une grosse star. En plus, Shoshu, il va prendre une partie du booking et il va moderniser et il va, euh, il va participer au fait de lancer ce qu'on va appeler la King's Road. King's Road, c'est un peu tout le style All Japan dont on se souvient au début des années 90. On pense que souvent on fait le raccourci que la King's Road c'est Misawa, Kobashi, Kawada, ça commence au début des années 90 quand ces trois-là ils arrivent. Mais les prémices, ça arrive un peu quand Shoshu il arrive, les tag match, Shoshu Yatsu avec Tenryu Tsuruta. Ça commence un peu là et puis ça va vraiment se lancer à partir de là. Et puis Tsuruta et Tenryu vont prendre les clés et ils vont partir. Ils vont lancer le truc. Mais du coup, New Japan Pro Wrestling, 1984, fin d'année 84, début 85, bah, il n'y a plus d'argent. Il n'y a quasiment plus d'argent. Et en top star, il reste Inoki et Fujinami. Donc c'est bien. Mais quand tu vois, il y a 5 ans, enfin il y a encore un an même, il y a un an avant, les Gonzes, ils avaient plein d'argent. Et ils avaient Inoki, Fujinami, Shoshu. Bon, il y a encore Abdullah the Butcher. Mais il y avait Tiger Mask, Rocher Kimura, Satoru Sayama, il y avait les jeunes pépites, il y avait Akira Maeda, il y avait Nobuhiko Takada, bon, qui n'était pas encore très exposé les deux, il y avait Gornamada, Fujiwara, il y a quelques années, il y avait encore Dynamite Kid qui passait quelques têtes et tout. Donc ils avaient vraiment 10 gros noms, si ce n'est plus. Et là d'un seul coup ils sont deux. Un an après ils sont deux, il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà. Euh, voilà, la vidéo va s'arrêter là, première moitié des années 80. Et puis voilà, sur la prochaine. Alors, peut-être pas la prochaine vidéo. Sur cette série, on continuera un peu chronologiquement. Je pense dans 2 vidéos. Parce que je pense que la prochaine. On m'a demandé sur Discord de faire une vidéo. Pour parler. Enfin, on m'a demandé de faire des vidéos sur cette série de New Japan en parlant des arènes au Japon. On m'a demandé si je pouvais parler des gaijin, enfin l'histoire des gaijin avec New Japan, si je pouvais parler si je pouvais faire un classement des meilleurs juniors, des meilleurs poids lourds. On m'a demandé quoi? On m'a demandé de parler des Young Lions, l'histoire des Young Lions. Alors je pense que du coup sur la prochaine vidéo, alors je sais pas si elle sera très longue du coup. Mais je donnerai un petit mot sur les arènes, même si je pense pas que j'ai grand chose à dire sur les arènes. Les Young Lions, je sais pas si j'y incorpore un troisième thème. Je pense que je ferai pas de classement sur les junior heavyweight et sur les poids lourds et les gros noms de la compagnie. Je pense que je ferai à la fin, une fois que j'aurai fait un peu toutes les histoires, enfin toute l'histoire que j'ai racontée de la compagnie. Je pense que je ferai un top mais pas spécialement classé. Si je fais un top des juniors, je vais pas dire numéro 10 des juniors dans l'histoire du Japan, numéro 9, numéro 8. Je parlerai de tous ceux qui ont été importants, mais je parlerai d'eux de manière chronologique. Voilà. À partir du moment où ils ont fait leur début, où ils ont commencé à être importants, je dirais, peut-être.
Et voilà. Du coup, il y aura un ordre. Ce sera pas par importance, ce sera pas par préférence ou quoi. Je pense que ce sera vraiment les juniors qui ont marqué New Japan. Et peut-être que je ferai ça aussi avec les poids lourds. Voilà. Enfin, les gros noms. Voilà. Bah, de toute façon, après, vu que j'en aurais parlé sur toutes les autres vidéos, peut-être que ces vidéos-là, sur les plus grands, les plus importants, peut-être que ce sera des vidéos relativement courtes, du coup, vu que j'aurais dit beaucoup de choses sur eux, ou pas, ou je redirai peut-être ce que j'ai déjà dit. Donc voilà, donc du coup je pense que la prochaine vidéo ce sera sur les arènes au Japon, vis-à-vis de New Japan, hein, toujours, et les Young Lions. Voilà, le système des Young Lions, l'histoire des Young Lions. Voilà, je pense que ce sera la prochaine vidéo. Du coup, à mon avis, elle sera pas très courte, même si je dis ça un peu à chaque fois, et à chaque fois, ça tourne aux 30-40 minutes. Donc voilà, je pense que vous avez le programme euh, des deux prochaines vidéos. Enfin, la prochaine vidéo sur cette série, ce sera du coup les Young Lions et les arènes. La suivante, je pense qu'on continue avec la deuxième partie des années 80. Peut-être que je ferai pas toute la deuxième moitié d'un seul coup. Peut-être que je scinderai en deux vidéos. Et puis les meilleurs matchs de l'année 1981 dans le catch devraient arriver rapidement, je pense. Enfin, je pense non, parce qu'il faut que je fasse le montage et je rajoute un peu de quelques extraits de match et tout ça, c'est toujours plus sympa à l'œil pour vous. Donc voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, faire des retours, voilà, voilà. Tout ça, vous savez. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, et puis salut.